Que peut-on dire encore sur les Beatles qui n'a jamais été dit? Combien de fois leur histoire n'a-t-elle pas été racontée pour que l'on se passe de donner ici des détails? Quand on cherche le pourquoi de leur séparation, on tombe sur des fragilités dues à toutes sortes d'impératifs. Regarder au-delà du marché, c'est se rendre compte que la musique a les siens. On se fait trop souvent l'idée qu'elle est là plus pour amuser que pour cultiver, mais la mort du manager des Beatles met l'accent sur les drames qui se jouent dans les coulisses. Les gentils Beatles ont des secrets qui rendent impossible de répondre objectivement s'ils ont bien géré ces impératifs. Alors, irrémédiablement, une idée en forme de question survient. Que pouvons-nous dire sur eux ? Nous savons que les Beatles ont essayé toutes sortes de solutions, légères ou plus sérieuses, pour lâcher prise ou se détourner d'eux. En disant ça, nous pensons à la double page du Times qu'ils ont achetée pour faire l'apologie de la marijuana et ainsi faire exploser l'image pesante de l'opinion publique sur eux, ou encore, plus sérieusement, les exercices de méditation avec Mahesh Yogi en Inde. Vers une conclusion, cependant, les impératifs les amènent. Une jolie histoire que l'on peut écouter dans ce que cette musique pop, qu'ils ont quasiment façonnée, raconte à qui l'écoute. Le bon est supérieur au mauvais. Voilà le credo qui tient en haleine les 4 gentils Beatles. Dans les frustrations et les expériences extraordinaires de leur histoire, essayons de comprendre la complexité que peut produire une telle démarche dans le monde actuel. Lennon est un nom d'origine irlandaise. John est le petit-fils d'un musicien, Jack Lennon. Le père s'appelle Alfred et la mère Julia. John est né à Liverpool, fait des études à la Quarry Bank et c'est en novembre 1956 qu'il rencontre Paul McCartney. Le partenariat musical avec celui-ci est le déclic de sa carrière. En 1958, Paul persuade John d'inclure George Harrison dans leur groupe. George est auditionné dans un bus. De Quarrymen en passant par Silver Beatles, le nom Beatles est finalement retenu pour nommer le groupe en 1960. En août de la même année, les Beatles sont engagés dans un club de Hambourg en Allemagne. John y emmène Stuart Sutcliffe, un étudiant qu'il a connu aux Beaux-Arts à l'automne de 1957, pour jouer de la basse. Pete Best est à la batterie. Stuart très vite quitte le groupe et c'est Paul qui reprend la basse. Il revient encore en Allemagne en avril 1961. En avril 1962, le groupe revient encore et apprend la mort de Stuart, survenue quelques jours avant. Liverpool est une ville portuaire qui fait face, depuis l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis. Dans les années de 1950, les premiers produits de cette nouvelle nation, vers l'Angleterre, entrent en très grande partie par son port. C'est dans cette ville que le style musical Mersey Beat apparaît, Mersey étant le nom de la rivière qui passe à Liverpool. Le Mersey Beat met en évidence l'apport de l'Amérique dans les jeunes groupes de Liverpool. Il y a une suite naturelle indéniable entre le Mersey Beat et la British Invasion, invasion britannique, qui va prendre forme. Cette invasion britannique survenant dans les années 60 est le résultat d'une jeunesse anglaise qui cherche à monter un système musical reflétant ses propres aspirations, comme l'américaine l'a réalisé 10 ans plus tôt avec Elvis Presley ou Chuck Berry. L'Allemagne façonne les Beatles à la dure, ainsi qu'à bien d'autres, mais ce qui leur change la vie vient de rencontres comme celle de Little Richard qui leur conseille sur comment mieux interpréter leurs chansons. Un autre constat s'impose ces années-là. Être dans le rock ou la pop n'est pas évident pour un débouché de carrière. Peu d'investissements et pour tout dire, de prises de risques se font. Un groupe carré comme les Beatles a énormément de difficultés pour publier un album, un 45 tours ou obtenir une promo. Il n'y a pas grand monde qui ouvre les portes. On peut même dire que les Beatles sont parmi les premiers du genre à se frayer un chemin grâce à leur persévérance et la chance d'avoir parmi leurs connaissances des gens capables de donner le coup de pouce fatal. George Martin de EMI et Brian Epstein, leur manager. C'est le travail de ces deux hommes qui sort le groupe du déni du consommateur. Au début de 1964, les Beatles conquièrent le marché américain avec 3 titres successivement numéro 1. I Wanna Hold Your Hands, She Loves You et Can't Buy Me Love. Ils se rendent avec un succès inégalé aux États-Unis. Les Beatles sont des faiseurs de mode.
Ils créent la mode. Le fait qu'on les appelle les 4 garçons dans le vent ne vient pas de nulle part. Leur professionnalisme fait d'eux la figure de proue de l'invasion britannique. Ils absorbent des codes culturels différents comme le montre le film Help. Cette première phase de la réussite des Beatles véhicule la valeur que, qui que nous soyons, à partir du moment où nous satisfaisons aux impératifs, nous réussissons. Reste à définir ce que sont les impératifs. Le film The Beatles at the Key Stadium est un des plus intéressants documentaires sur eux. Il s'agit d'un spectacle qu'ils donnent au Key Stadium en fin d'année. On les voit à l'aube d'une transformation profonde. Malgré leur dégaine d'ingénus et le public qu'ils attirent plus hystérique que concerné par leur musique, la recherche d'universalité est déjà présente. Ils n'ignorent pas que la seule façon de rendre leur musique accessible à tout le monde est de la rendre classique. L'album de 1965, Rubber Soul, est un des premiers à bénéficier de la stéréophonie, mais il est aussi le premier classique des Beatles. Ce classicisme, un credo qu'ils jouent à tour de titre, vient de la country. La country est à sa base une musique aux influences classiques qui a fini exotique à force d'apports de communautés multiples. Elle est née dans une Amérique faite de pionniers et, avant l'heure, a accompli ce qu'accomplit la pop. Les Beatles semblent maîtriser les grandes lignes de cette histoire. Sorti en été 1966, l'album Revolver est un album de pop musique de premier plan comme il ne s'en fera plus après. Des titres comme I'm Only Sleeping sont l'essence même de ce style musical. Les Beatles sont rattrapés par une polémique sur la religion chrétienne. Devant la journaliste Maureen Cleave, John se dit convaincu que ce qu'il représente prend peu à peu le relais de ce monothéisme. Quelques jours après la sortie de Revolver, John répond à la polémique que ce sont les gens qui, avilis par le système de consommation, sont la cause de l'effondrement de celle-ci. Les spectacles aussi se passent mal. L'indiscipline du public ne permet pas aux Beatles de jouer comme ils veulent. La sécurité des membres n'est pas assurée à Manille et aux États-Unis. Le dernier spectacle se passe le 29 août à San Francisco avec un bon lot de billets invendus, mais un public toujours aussi déchaîné. Les Beatles entrent dans la décision de ne plus faire de spectacle, mais ils ont en face d'eux un sérieux dilemme. Que vaut un groupe de musiciens de leur genre qui ne se produit pas devant le public? George Harrison dit qu'il ne se sent plus Beatle. John Lennon part en Espagne pour jouer dans un film avec Richard Lester, I Wonder War. En fin d'année, les Beatles se réunissent dans les studios de EMI à Londres pour l'enregistrement du nouvel album. Cet enregistrement dure 6 mois, ce qui est un record pour l'époque. Il est fait l'utilisation du Vari-Speed pour coller entre eux des morceaux différents comme dans le cas du titre Strawberry Fields Forever. Ils utilisent le Reduction Mixdown pour inclure beaucoup plus de sonorité. De nouveaux limites sur l'innovation technique sont franchies. En début d'année, les Beatles sont obligés de sortir un single. 2 chansons sont alors prêtes, Penny Lane et Strawberry Fields Forever, qui placent le groupe au plus haut moment de sa carrière. L'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, publié le 1er juin 1967, est tout autant une fresque, un tableau ou mosaïque sur le quotidien. L'album a été enregistré comme s'il s'agit d'un spectacle que les Beatles donnent à un public discipliné, devant lequel un artiste peut opérer tout ce qu'il a dans l'idée. Ce n'est pas la première fois qu'un album avec de fausses interventions du public est produit. En fin d'année de 1965, les Beach Boys avaient déjà publié un enregistrement de ce genre, l'album Beach Boys Party. Il suffit d'écouter Within You, Without You de George Harrison sur une paix mystique et universelle pour comprendre que les Beatles sont les derniers rejetons d'une tradition qui date des écrits de Swedenborg. Dans les années du début du 19e siècle, c'était l'occultiste Aleister Crowley qui la représentait. Puis il a été remplacé peu à peu par une politique progressiste que l'Occident a adoptée dans sa majeure partie. Within You Without You est une étape de cette tradition. Le 24 juillet, le groupe et leur manager achètent une double page du journal Times pour faire l'apologie d'une drogue douce, la marijuana. Comme je l'ai déjà signalé, c'est plus une tentative d'arriver à pouvoir lâcher prise sur les impératifs auxquels ils sont tenus.
Le 27 août, Brian Epstein meurt d'une consommation trop prolongée de drogues à effet psychotrope et autres qu'il consommait depuis beaucoup d'années. Directeur d'une boutique puis de la société de disques NEMS, étendu plus tard à des activités plus vastes dans le domaine et dont il a été le principal responsable avec succès, il s'est retiré de celle-ci quelque temps avant sa mort pour ne se consacrer qu'à son rôle d'impresario des Beatles exclusivement. Son bref passage par le théâtre étant jeune et son goût pour le style lui ont permis de scénariser l'image des Beatles auprès d'un public beaucoup plus large que celui auquel il était destiné. Magical Mystery Tour est le meilleur album des Beatles. Il est un peu à lui tout seul la bande sonore de ce que la pop music deviendra après. Le titre All You Need Is Love est celui d'un groupe qui a trouvé sa parade. En mi-février 1968, les Beatles partent à Rishikesh, au pied de l'Himalaya, en Inde, rejoindre Marek Yogi. Paul reste 4 semaines, John et George 8. Ils écrivent une cinquantaine de chansons qui sont presque la totalité de ce qu'ils produiront ou publieront avant leur séparation. Donc, le gros du travail se fait là. Les exercices de méditation aident les Beatles à se retrouver. À son retour, John retrouve Yoko Ono, qu'il avait rencontrée dans une exposition. Elle avait maintenu le souvenir de cette rencontre par des lettres qu'elle lui écrivait et envoyait quotidiennement en Inde. La conséquence directe de cette retrouvaille est que John délaisse sa femme Cynthia et son fils Julian, qu'il ne reverra que très rarement. De mai à novembre, le groupe enregistre le double album The Beatles, plus connu sous l'album blanc. C'est au cours de ces enregistrements que Yoko Ono est pour la première fois présente. Ce n'est pas un album où les Beatles travaillent souvent en tant que groupe, mais plutôt de façon individuelle, convoquant les autres comme simples musiciens de studio. Même si l'album est un succès, le talent du groupe est bien éclipsé par rapport à Magical Mystery Tour. La même situation arrive à Bob Dylan. Les seuls titres que les Beatles publieront au niveau des meilleurs seront Let It Be, Come Together, Across the Universe et Here Comes the Sun. L'album Yellow Submarine, publié le 13 janvier 1969, a été conçu à partir de la chanson éponyme qui figure dans Revolver. Encore en tout début d'année 1969, Paul mobilise le groupe sur un projet qui prend des airs de cinéma, dans le sens élargi du terme. Les Beatles se font filmer en plein enregistrement d'album dans des studios cinématographiques à Twickenham. John Lennon est démotivé et George Harrison est excédé qu'on ne prenne pas plus en compte son travail. On a dans le film Let It Be l'impression d'un groupe qui semble jouer plus pour apparaître dans ce film que pour faire un travail sérieux. En fin janvier, le groupe revient plus sagement au studio Apple, au 3 Savile Row. L'organiste Billy Preston est de la partie. Le 30 janvier, les Beatles montent sur le toit de l'immeuble pour leur dernier concert. Il dure une quarantaine de minutes avant d'être interrompu par la police suite à des plaintes pour cause de vacarme. Ce que Paul McCartney souhaite avec cette nouvelle production, c'est attirer un nouveau public qui motive les Beatles à renouer avec les concerts. L'ingénieur du son, Glyn Johns, travaille en mars sur les bandes enregistrées afin de donner vie au nouvel album. Mais les Beatles ne sont pas réceptifs aux résultats qu'il leur propose. Paul décide de ne pas en rester là et, avec l'accord de George Martin, les Beatles occupent en plein été, pour 2 mois, le studio d'Abbey Road pour enregistrer l'album qui porte le même nom. L'album est une porte de sortie du psychédélisme. Les Beatles gèrent mieux les problèmes qu'ils ont ensemble, mais ne les résolvent pas pour autant. Le 20 septembre, John Lennon annonce au groupe en interne qu'il le quitte. Ça reste secret pour ne pas interférer avec la renégociation du contrat que les Beatles ont avec EMI. La dernière séance d'enregistrement des Beatles se fait le 3 et 4 janvier 1970 sans John Lennon. C'est pour le titre I'm Mine. En mars, le nouveau manager du groupe, Alan Klein, envoie les bandes du début d'année de 1969 à Phil Spector qui, par ajout, entre autres, de cordes et chœurs féminins particulièrement réussis, rend classique un enregistrement qui a pour but, comme je l'ai dit, l'efficacité pour être joué en public.
Le 10 avril, c'est Paul McCartney qui annonce publiquement, lors de la promotion de son premier album solo, alors que personne ne lui demande, qu'il ne fait plus partie des Beatles. Le 8 mai, l'album travaillé par Phil Spector est publié sous le nom Let It Be. Phil Spector n'a fait que rendre évidente la réalité d'un groupe qui est devenu classique au sens transgénérationnel du terme. La pochette de l'album est en référence aux séances cinématographiques. La dissolution juridique des Beatles ne sera prononcée qu'en 1975, mais en fin décembre de 1970, Paul McCartney intente un procès aux autres membres pour mettre fin à l'entité Beatles afin que le manager ne se sucre pas sur elle. Comme je l'ai dit pour les Doors, ce qui fait le succès des Beatles, ce n'est pas que la musique, c'est aussi une histoire. Entre leur démarche musicale et les impératifs, ils ont joué les super garçons, anticipant ainsi les futurs boys bands au passage. De tout temps, l'être humain a été sensible à une stature de demi-dieu, un être qui assure le lien entre la divinité et le monde des hommes. À quelle personnification peut au mieux coller le rôle que les Beatles, pour le moins, incarnent ? On peut parler des heures que Hésiode ou Ovide dans ses métamorphoses évoquent. On peut dire que dans toutes les fonctions que les analystes leur attribuent et leur retirent à longueur de temps, une de celles-ci reste pour manifester les vrais impératifs. Elles sont là pour accompagner les symptômes que ces impératifs ont sur le citoyen. Elles apparaissent chez le plus brutal comme des images à l'aspect charmant pour entretenir chez lui le côté compétitif du système. Mais cette relation est un peu comme le portrait de Dorian Gray. Le temps qui passe révèle leur perfection et la corruption du citoyen empirique. Elles accompagnent ainsi l'innocence et l'expérience dans la limite de l'empirisme. Les Beatles, à un certain moment, ont refusé le rôle qu'ils étaient censés jouer, sans pour autant disconvenir de se cacher derrière lui pour ne pas infirmer ce que l'on attendait d'eux. Mais quand on en arrive là, on ne peut plus progresser. Voilà pourquoi les Beatles se sont séparés. Dès 1967, les Moody Blues font des albums du même acabit que ceux des Beatles, dont le premier est Days of Future Past. Les albums In Search of Lost Chord et On the Threshold of the Dream perpétuent cette philosophie. Avant de quitter les années 60, l'album To Our Children, Children, Children explose l'éclipse musicale des Beatles. Il est l'essence même de cette musique qui finit en apothéose. Dès le début des années 70, les Moody Blues redeviennent un groupe conventionnel qui fait des titres de bon niveau comme My Song ou Emily's Song, mais le bon niveau ne suffit pas pour rendre la musique intéressante. Ce qui rendait les Moody Blues uniques était l'utilisation du mélotron par Mike Pinder, qui a travaillé dans la société qui a conçu et commercialisé cet instrument. Mike a suivi aussi le développement de cet instrument de près. Il est alors plus qu'évident que l'arrivée de Patrick Moraz, le remplaçant de Mike dans le groupe à la fin des années 70, fait sonner faux les nouveaux et anciens titres joués à partir de cet instant-là. Les premiers succès de Paul McCartney datent des années 70. La locomotive de la carrière solo de Paul est toujours de vouloir reproduire tout seul ce que les Beatles faisaient ensemble. Le fait qu'il se soit adjoint en 1971 les services de guitare de Denny Laine, qui est un ancien membre de Moody Blue, n'est pas un hasard. Au début de la décennie de 1980, Paul McCartney renoue avec le succès sur des rythmes plus déhanchés, on disait ska à l'époque. Dans les années 90, cette situation atteint son paroxysme. Publié le 18 novembre 2003, l'album Let It Be Naked est un retour aux bandes du début de 1969. Paul veut de nouveau faire prévaloir sa logique de titre fait pour être joué en public. À son écoute, il est évident que le Let It Be de Phil Spector montre avec plus de rigueur encore que le projet de McCartney n'est qu'une vue de l'esprit. La pochette de Let It Be Naked est tout aussi cinématographique que la première, sinon plus. En août 1971, John Lennon s'installe aux États-Unis avec son épouse Yoko. La raison qu'il donne de quitter l'Angleterre est que le couple n'est pas accepté là-bas.
Comme John a une façon très utopiste de faire de la politique, on l'utilise largement en le laissant prendre les devants tout seul. Il milite très vite pour la dépénalisation des drogues douces, sans pour autant être dans un groupe plus large aux responsabilités partagées, ce qui lui attire très vite des pressions de l'État républicain. John ne comprend pas tout de suite qu'il n'est plus en Angleterre, où il pouvait protester en rendant publiquement ses décorations à la reine sans que rien ne lui arrive. Les sujets de prise de position de John sont multiples, mais tous se retrouvent dans le progressisme libéral. Jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, il est en permanence sous procédure d'expulsion du pays par une action intentée par l'administration Nixon. Plusieurs opérations de pression plus secrètes sont engagées contre lui concernant la surveillance de l'individu et la drogue. Pour une meilleure concordance avec son pays d'accueil, John promeut souvent, dans sa musique, des sujets intimes antérieurs à Yoko. Le jour même de sa mort, John entend Annie Leibovitz, une photographe venue dans l'appartement du couple Lennon faire des photos pour le News Musical Express, que la clientèle du magazine ne veut pas de photos avec Yoko Ono dessus. Les débuts de la passion de George Harrison pour la culture indienne commencent lors du tournage de Help. Il se rencarde bien vite sur elle et prend des leçons de sitar avec Ravi Shankar. Il introduit cet instrument chez les Beatles dès Revolver et son implication dans l'hindouisme est à la mesure de son désintéressement pour le catholicisme qui est le culte éducationnel de son enfance. Il est l'artisan de beaucoup de projets aux solutions viables, mais aussi réussite des Beatles. Il calme les tensions du groupe en introduisant de nouveaux musiciens. En 1970 est publié son album All Things Must Pass, montrant qu'il est un artiste à part entière et pas seulement un Beatles de deuxième importance. Il reste durant toute sa carrière plus musicien que philosophe. Le 30 décembre 1999, un homme de 34 ans met les nerfs karmiques de George à rude épreuve en essayant de le tuer à coups de couteau dans sa maison familiale. Mort d'un cancer le 29 novembre 2001 à Los Angeles, il est incinéré et ses cendres dispersées sur le Gange. Ringo Starr est le premier professionnel des Beatles. Il est localement déjà à Liverpool dans les années 50, avant d'intégrer la bande dans les années 60. Il a des dons d'acteur comique et est un ambianceur formidable. De là à ce qu'on le considère comme un des meilleurs batteurs du monde. Il commence sa carrière solo dans les années 70. Toujours musicalement bien entouré, il a la fâcheuse tendance, comme tous les ambianceurs, à en faire un peu trop, ce qui nuit gravement à sa musique. Le podcast est fini, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, jusque-là portez-vous bien, au revoir.